peux nous expliquer comment ça marche? Vite, c'est l'instant Meuf de Greg. De quoi qu'on va parler ce soir? Eh bien, pour ce dossier du live Puissance Park, c'est pas du tout un segment de quoi que ce soit ou quoi qu'il en soit. On va parler, en fait, comme Benji l'a dit, on va parler de vos applis, des applications de parc. Et pour cela, ça tombe bien, on a fait un joli visuel. Hop là, coucou, on va parler des applis des parcs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a la logique toujours des applications pour ci, pour ça. L'idée, ça va être justement d'en parler un petit peu ce soir, parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de télécharger des applications, comme le dit Major Partan. Hein. Vous allez dans un parc, vous téléchargez l'application qui va bien. Mais il est important de savoir un peu ce que cette application va faire sur votre téléphone. Et vous m'avez souvent entendu gueuler concernant la collecte de données. Et on va parler un peu de cette histoire de notes que j'ai sortie la dernière fois. La note, Appli Park non utilisée. Parfait, voilà. Il y a un sondage sur Twitch, allez-y, répondez-moi à ça. On a parlé de la histoire de notes de confidentialité. Je vais simplement replanifier, reparler un petit peu justement de quoi il s'agit. Comme vous le savez, sur les téléphones que j'utilise, je n'utilise pas le Android de base. J'utilise un Android modifié qui s'appelle Murena EOS, qui est un Android sur lequel il n'y a pas les services de Google, mais qui a quand même un store, etc. Ce qui fait que ça a un impact énorme parce que toutes les applications qui peuvent normalement vous pister, vous fliquer, bah là, elles ne peuvent pas le faire. En tout cas, elles sont bloquées, verrouillées, et ça a un impact immédiat. Alors, de votre vie privée, ça après, certains vont dire oui, mais je m'en fous, etc. Et c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Par contre, ça a un gros impact sur quoi? Sur votre batterie. Parce que oui, une application, t'installes Messenger par exemple, cette application elle va checker toutes les secondes pour demander au serveur, il y a un message? Non. Il y a un message? Non. Il y a un message? Non. Il y a un message? Ah oui. Hop. Tu prends Instagram, bah lui aussi il va vérifier de son côté, etc. Et à mesure que vous installez ces applications-là, qu'elles font des checks réguliers, votre batterie va être plombée. Mais ça, c'est pour les applications qui vérifient des messages, des notifications. Après, il y a des applications qui renvoient à votre position GPS, qui renvoie un identifiant de connexion, qui renvoie des informations à votre insu, etc. Et ça se fait régulièrement aussi. Et à chaque fois qu'on a ces connexions qui se font vis-à-vis de serveurs en dehors de votre téléphone, et ben vous vous retrouvez avec votre batterie qui se fait défoncer la gueule, et d'autant plus rapidement en plus que vous pouvez être dans une zone où ça capte très très mal, et où votre téléphone peut être plus ou moins déjà saturé avec plein d'applications comme ça. Donc l'idée en fait c'est qu'il existe des alternatives, mais vous pouvez pas les mettre sur n'importe quel téléphone. Donc là vous voyez ici l'écran d'accueil du téléphone que j'ai, donc là pour le coup c'est du EOS, c'est gratuit, c'est open source, c'est pas de la pub, vous mettez ce que vous voulez sur votre téléphone, je m'en fous. Et dans ces fonctionnalités là vous avez ici l'App Store que vous voyez là qui est l'App Lounge, et quand je tape dessus, vous voyez que ça se présente, alors ça va prendre un peu de temps, le téléphone a 6 ans donc excusez-le quand même. Mais là, vous allez voir, donc voilà, il vous affiche une grille. On va prendre Disneyland Paris. Parce que justement, je l'ai montré et je veux détailler un petit peu plus avant de montrer les notes et de faire des comparaisons entre les applications des différents parcs pour justement que vous ayez ces indicateurs-là. Donc, on va prendre l'application Disneyland Paris. Encore une fois, le téléphone a 6 ans, donc voilà. Hop, on prend l'application. Vous voyez qu'elle hérite d'un splendide 0 sur 10 ici. Et là, si on prend ses permissions, donc au tout début, le truc, tout ça, en fait, est analysé par un service qui s'appelle Exodus, qui est gratuit, qui est intégré là-dedans et qui analyse le code, qui analyse réellement ce que font les applications. Donc, c'est un indicateur de décision. On va prendre les permissions. Dans les permissions de l'application Disneyland Paris, voilà ce qu'elle peut faire. Alors, je vous l'affiche en grand. Elle peut accéder à la caméra du téléphone. Alors, je ne sais pas s'il y a des fonctions de réalité augmentée ou de post, etc., mais elle a accès potentiellement à la caméra, donc elle peut la déclencher quand elle le souhaite. Bien sûr, il peut y avoir un indicateur que la caméra est allumée, mais elle peut l'enclencher. Elle peut avoir l'indication comme quoi le téléphone vient de démarrer. Donc ça, c'est généralement des fonctions qu'on utilise pour que l'application se démarre automatiquement en arrière-plan. C'est-à-dire que dès que votre téléphone est lancé, l'application s'auto-lance derrière, alors que vous ne l'avez pas lancé. Plutôt curieux. Elle peut faire vibrer le téléphone, bon ça c'est pas très grave. Elle peut télécharger sans notification, certainement pour des mises à jour de contenu, peut-être des contenus particuliers, je ne connais pas l'application, mais elle peut le faire. Elle peut gérer l'état des connexions Bluetooth. Alors ça, en général, quand vous avez du Bluetooth qui commence à rentrer là-dedans pour une application de parc, c'est généralement des fonctions qui vont être liées à de la localisation dans le parc. C'est-à-dire, typiquement, dans un lieu, on va placer ce qu'on appelle des beacons, c'est-à-dire des petites balises qui émettent un signal, qui disent « Coucou, je suis la balise Bluetooth 1, 2, 3, 6, 4 » et l'application sait où se trouve telle balise. Donc ça vous permet de vous localiser ou de vous faire interagir avec des différents éléments sans que le GPS soit activé. Donc là, elle peut accéder à ça, mais je ne pense pas qu'elle ait besoin des fonctions Bluetooth. Elle peut avoir accès à la localisation précise, ça c'est normal pour la carte du parc, il n'y a pas de problème avec ça. Accéder à la localisation approximative, ça c'est quand le GPS n'est pas activé, mais bon, on va passer dessus.
accéder au Bluetooth, accéder à l'état du Wi-Fi, accéder au NFC, donc le sans contact. Me semble pas que les... Est-ce que les premiers access fonctionnent avec... Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec du NFC sur Disneyland Paris? Peut-être des cartes d'accès pour des hôtels? Non. Non, en réalité, avec le premier access, ça va être un QR code. QR code. Parce qu'elle a, potentiellement, elle pourrait, mais le NFC n'est pas un gros problème de confidentialité, mais bon. Elle peut être exécutée en service de premier plan. Elle peut accéder au contenu de la carte SD. Ça, c'est curieux. Oui, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de voir tes photos, vidéos, pourquoi musique? elle a besoin de voir des données privées? Est-ce qu'il y a un truc pour charger des photos à vous, peut-être J'en sais rien. Après, il y a le Magic Pass, les PhotoPass qui permet d'accéder aux photos, mais normalement, c'est toi qui dois faire la demande pour les télécharger. Dans ce cas, ce serait write, pas read. Là, c'est de la lecture, c'est pas de l'écriture. Donc non, je vois pas l'intérêt. Donc bizarre. Ensuite, à voir. Hein, là, c'est juste des points sur lesquels on se dit, mais pourquoi? Et Wake Lock, donc elle peut sortir de l'état de verrouillage. Elle peut écrire le stockage externe. Donc là, on retrouve notre fonction là. Et accéder à l'état du réseau, c'est-à-dire savoir si le truc est connecté ou pas. Donc voilà. Donc là, ça, c'est le point des permissions. Cette application, quand vous l'installez, dès lors qu'elle est sur votre téléphone, elle peut faire ça. Même quand elle est en arrière-plan, etc., etc. Donc ça, voilà l'idée du truc. Ça, c'est ce qu'on appelle les permissions. Ce sont les autorisations. C'est ce que vous faites quand vous faites accepter. Vous donnez l'accès à ces fonctionnalités à votre téléphone. Et là, on épingle Disneyland Paris, mais ce n'est pas les seuls, vous allez voir. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, deuxième chose, les pisteurs, vous l'avez compris, donc les entreprises avec lesquelles Disney ou d'autres partagent les données. Et ça, c'est très lié aux développeurs. Comme vous le savez, rares sont les entreprises des parcs qui vont développer leur application en interne. Généralement, ils vont prendre des services de développement dans une boîte externe qui va faire le dev et qui utilise eux-mêmes leurs propres outils. Parce que les développeurs ont leurs habitudes, c'est plus facile comme ça. Surtout quand on te demande de faire une application en négociant les budgets. Utiliser des outils préconstruits pour faire des applications, c'est plus facile. Et donc, du coup, parfois, tu te retrouves avec du Google, du Facebook préintégré dedans. Très bien. Donc, maintenant, on parle des parcs. Parce que maintenant que j'ai parlé des pisteurs, etc., je voulais éviter les amalgames. Parce que tous les pisteurs ne sont pas nécessairement néfastes. Il y en a certains qui le sont plus que d'autres. Mais voilà, juste que vous le sachiez. Maintenant, parlons un peu au classement des applications les plus pourries d'un point de vue confidentialité. Donc celles qui vont défoncer votre batterie, hein, ni plus ni moins. Ou en tout cas collecter de la donnée, selon le service Exodus. Donc on le fait pas au doigt mouillé. Et on va aller des pires aux meilleurs. Et vous allez voir que la liste va peut-être vous surprendre. C'est une phrase de youtubeur de merde. On va zoomer. À 0 sur 10, qu'est-ce qu'on trouve? Il y en a 4. Alors, on est désolé, les amis, hein, des différents parcs. Et en vrai, quand on met ce truc-là ici, c'est pas tant pour vous épingler, c'est aussi quelque part notre rôle. On joue aussi parce qu'on a tous nos différentes passions. Moi, en tant que technophile, j'essaie de sensibiliser les gens aussi sur ces questions de la vie privée. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, si un chat GPT ou ce genre de trucs avec des IA qui font beaucoup de questions dans la société existent, c'est parce qu'on a eu des masses de données sur lesquelles on a pu se baser par le passé. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que, encore une fois, vous, directeur de parc, vous avez la possibilité de changer légèrement les cahiers des charges pour les développements de vos applications. Et de faire en sorte de sortir de ça, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous montre là, attention, il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, sont sensibles à ces questions de vie privée. Il y a un élan énorme chez les jeunes pour revenir à des téléphones dumb, des téléphones à clapet hors smartphone, parce que des gens commencent à en avoir marre d'être fliqués tout le temps et d'avoir leur temps accaparé par des smartphones. Et donc, du coup, quelque part, il y a moyen que ces thématiques-là qu'on évoque aujourd'hui deviennent demain un centre de priorité. Et peut-être qu'en les anticipant un peu, ça peut vous éviter un branle-bas de combat d'avoir à changer de développeur, changer de truc, changer de méthode, etc. un peu plus tard. Donc, on le dit ça encore une fois, pour vous, utilisateurs qui utilisez ces applications-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les utilisez dans le parc et vous les désinstallez dès que vous sortez du parc. C'est clair. Voilà. Bon. Donc, avançons là-dessus. Disneyland Paris, on l'avait dit dans le dernier épisode, 0 sur 10. Europa Park, désolé les gars de Rust, mais dans les améliorations, franchement, ce serait cool d'arriver à améliorer un peu cette situation-là. Il y a beaucoup de réactions sur Efteling. Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas, vu qu'Efteling a une très très bonne image à ce côté-là. Et c'est vrai que ça nous a tous surpris quand on a découvert là-dessus. Mais on se rend compte qu'Efteling n'est pas différent. Voilà. Donc, grosso modo, Parc Astérix, Efteling. Et Parc Astérix, ça m'a beaucoup surpris parce que
là, vous voyez, attention, on a pris pas mal de parcs, vous allez voir. Hein. Il y a une vingtaine d'éléments dans la liste. Hein. Donc, c'est aussi pour montrer qu'on peut faire mieux. Mais là, 0 sur 10 total, et ça m'a surpris parce que Parc Astérix, c'est la CDA, et il n'y a pas de raison. Enfin, la CDA, normalement, elle pourrait donner une politique globale de développement des applications de ces parcs. Et pour le coup, voilà. Donc, en gros, encore une fois, on ne blâme pas, et c'est très bien ce que tu dis, Midnight. Là, c'est du fait de quoi? C'est du fait que les développeurs, quand ils codent ça, ils utilisent les outils qu'ils ont. Et du coup, le cahier des charges, il dit, OK, il faut faire ça, il faut permettre ça. Le développeur utilise ces outils et bim, voilà ce qui se passe. Mais notre but, c'est de vous montrer qu'on peut faire mieux que ça. Et pour faire mieux que ça, on va s'intéresser maintenant à ce qu'il y a au-dessus. Là, on est à 0 sur 10 points. Maintenant, on va s'intéresser parce qu'il y a un gap entre 0 et on va monter à 4 sur 10 jusqu'à 6 sur 10. Donc, on va vous faire un package milieu. C'est-à-dire, quelles sont les applications de parc qui respectent un peu mieux votre vie privée, donc où c'est un peu moins problématique. Et là, pour le coup, de 4 à 6 sur 10 sur les notes Exodus, vous avez tous ces parcs-là. Hyde Park, Bobbian Land, Walibi Belgium, Walibi Rhône-Alpes. Le Futuroscope, c'est marrant, tu vois. Là, on a un vivier de parcs de la CDA. Qui ont le même, qui utilisent les mêmes outils. D'ailleurs, quand on regarde les stats, c'est peut-être le même moteur d'app derrière, on va savoir. On s'est rendu compte dans les détails que Futuroscope est encore au-dessus par rapport aux deux Walibi, mais parce qu'à mon avis, ils n'utilisent pas la même base, ce sont d'autres développeurs, d'autres équipes qui ont travaillé dessus. Donc là-dessus, la vérité de dire, comme Midnight dit qu'il ne faut pas blâmer les éditeurs d'apps, etc., là, il y a un peu le contre-exemple de dire, au final, Futuroscope, qui avait une note de 6 sur 10, si ma mémoire est bonne, et Walibi, les deux Walibi 4, non, il n'y a pas d'excuse. Futuroscope s'en tire mieux et tu vas voir les parcs c'est pas en haut. top, hein. Il y a du renvoi vers du Google, etc. Mais en tout cas, ça renvoie pas à Google et à Facebook et à Amazon en même temps. Il y a pas, alors aussi sur l'application de Disneyland Paris, il y a énormément d'applications de pisteurs qui permettent d'utiliser le Bluetooth pour te géolocaliser dans le parc. Donc des systèmes de localisation de beacon. Ce qui n'est pas le cas. Je crois que le Futuroscope utilise aussi un truc comme ça. Mais Disneyland Paris, c'était de loin la plus grande liste de pisteurs. Ouais, on avait une liste d'une dizaine de pisteurs en tout. Enfin, c'était délirant. C'était à un point que littéralement chacun venait prendre sa part du gâteau et que Disney puisse manger à tous les râteliers. Ouais. Ça en était indécent. Là, tu vois, il y a quand même déjà plus de restrictions et des parcs qui jouent justement sur ça. Et je vois là, dans la réaction de Discord, il y a des gens qui disent Fanta, ça me rassure. Oui, nous aussi, ça nous a un peu rassurés, étonnamment. Alors, pour être franc avec vous, là, on est quand même sur du médium. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le top, mais c'est déjà vachement mieux. Voilà, il y a pas zéro. Il n'y a pas zéro, mais il y a moins de trackers que d'autres. Ouais. C'est ça, c'est soit les pisteurs où on n'utilise pas trop les outils Google, parce que comme le dit Midnight, c'est vrai que Google propose des outils de développement qui sont extrêmement bons pour des développeurs, sauf que ce sont des putains de passoires en termes de données personnelles. Mais il y a aussi une autre combinaison qui joue, c'est que le nombre de demandes de permission, vous vous rappelez les demandes d'autorisation sur le téléphone, là, ces applications-là commencent à éviter de te demander l'accès à l'état de ton Wi-Fi, l'accès de pouvoir réactiver ton Wi-Fi, et l'accès à la carte SD, etc. Non, là, on revient sur un set de 5-6 permissions, on va dire. Donc là, on est plus proche de quelque chose de plus respectueux. Et encore une fois, le but du jeu, c'est on ne veut pas aller dire au parc votre application, c'est de la merde. Non. On est là comme pour Walligator. Parc, regardez, jetez un petit coup d'œil à ces éléments-là, parce que, encore une fois, regardez des chaînes comme Underscore qui nous font des millions de vues, regardez des chaînes justement de technophiles, Léo Techmaker, NoTech aussi, qui est très sensible sur le côté take your time, reprendre le temps, etc., le contrôle sur sa vie privée, etc. Attention, ce sont des thématiques qui deviennent d'actualité, ça peut faire un retour de boomerang. Donc, oui, et puis il est intéressant de tenir compte de ça. C'est pour ça qu'on vous le dit, les gars. Et il y a la législation européenne qui va être de plus en plus stricte sur les datas. Tous ces parcs qui sont des passoires à data vont se prendre un retour de bolet de bois vert très dur dans la tronche parce qu'il va falloir qu'ils se mettent à la page vite. Coucou le RGPD. Et oui, et le Digital Data Act européen qui le lui DMA aussi et le DSA, vont arriver dans quelques temps. Donc tous ces parcs qui sont en mode freestyle, il va falloir très vite se ressaisir parce que eux ne pourront plus faire comme ils font jusqu'à maintenant. Exactement. Et je reprends Major Spartan. Oui. Note à 0, ça veut dire que la confidentialité, non, les données sont partagées de tous les sens et on te demande des permissions qui, franchement, font pas trop sens. Et plus c'est proche de 10,
bah plus pour le coup tu es proche de quelque chose qui est extrêmement, enfin sur lequel tu peux le laisser sur ton téléphone, Oui, c'est voilà. pas grave. Parce que le C'est logiciel Exodus a noté 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10 en disant c'est top, c'est moyen, c'est bof, c'est catastrophique, c'est Voilà. horrible. On le dévoile. Allez, vas-y, c'est parti pour la révélation. Tadadam. Quelles sont les applications les plus respectueuses de votre vie privée? C'est les applications qui fonctionnent, qui sont utilisées dans les parcs. Line Bertie à 8 sur 10. Donc les systèmes de gestion de file d'attente comme ça. Hansa Park se tape 9 sur 10. Et le PAL est le seul parc que l'on ait vu. Et ce n'est pas une blague. On dit pas ça pour le PAL, c'est véridique. Ils ont 10 sur 10. Alors je suis en train de faire le montage et je voulais apporter une petite précision concernant cette application du PAL parce qu'elle n'est pas exactement identique aux autres applications des autres parcs. Il s'agit ici d'une PWA, une Progressive Web App. Et en fait ce que ça signifie c'est qu'elle est divisée en deux parties. Une première partie locale qui s'installe sur votre téléphone. En fait c'est un navigateur web déguisé en plein écran qui ne demande la permission d'accès qu'à votre GPS, ce qui est vachement mieux que la plupart des autres applications de parc que l'on a vu avec les dizaines de permissions. Et une seconde partie de l'application, le site web qui héberge l'application, la web application du PAL. Normalement, Exodus devrait en avoir tenu compte dans son calcul de notes, mais par précaution, si on compare avec le site web du PAL qui a été développé certainement sensiblement avec des technologies similaires, eh bien on constate que ce site web embarque des pisteurs pour Google. Donc, s'il n'y a pas ces pisteurs, eh bien c'est 10 sur 10. Par contre, si jamais ils y sont comme sur le site web, eh bien dans ce cas, ce sera plutôt 7 ou 8 sur 10 comme les deux autres applications de cette catégorie, ce qui est déjà vachement mieux. Là, ce on voulait vous montrer, c'est quoi? C'est vous montrer qu'il y a effectivement des alternatives possibles. La vérité, c'est qu'un 10 sur 10, il faut être réaliste. Il est nécessaire quand même qu'une entreprise comme un parc d'attraction puisse avoir du retour sur l'usage qui est fait de son application. Clairement. Donc, l'idéal serait d'être sur du 7-8 sur 10, qui est un pisteur de débugage, pisteur d'analytics interne, de préférence un truc qui ne dépend pas de Google, mais qui vous permettent quand même d'avoir, vous, directeur de parc, des métriques importantes sur l'usage de l'application derrière, mais par contre, pas de partager tout ça avec Google, etc. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Vous savez qu'il y a eu une réglementation qui est sortie, c'était le DSA, le Digital Services Act, si je ne dis pas de conneries, qui avait un point très important dans sa... Alors désolé, ça parle de législation et tout, mais c'est important. Elle avait un point très important dans les différentes choses qu'elle proposait. L'interdiction formelle pour un grand leader du numérique, genre un GAFAM, d'aller reprendre les données qu'il a sur sa plateforme pour lancer un service concurrent lui-même. Vous allez dire, mais pourquoi ? Bah oui, parce que Amazon, c'est un peu leur spécialité. Ils hébergent... Aujourd'hui, le leader du cloud, c'est Amazon. Tu vas sur Spotify, sur Netflix, sur ce genre de trucs, c'est hébergé chez eux. Et donc, du coup, lorsque vous utilisez ces trucs-là, voilà, bien vu, hop, les alternatives, lorsque ces services-là sont utilisés, eh bien, du coup, on se retrouve avec un problème, c'est que Amazon collecte de la donnée, et s'ils voient que l'application, elle prend bien, soit ils peuvent proposer de racheter l'application à leurs développeurs, soit ils la copient, et qu'est-ce que tu vas faire contre Amazon ? C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que le risque, malgré la législation européenne, le risque existe. Que demain, imaginons, l'industrie parconautique devienne florissante. Ça devient un truc de malade. Et du coup, Google se dit, ok, un peu à la Google Shopping, Google truc machin, etc., etc. On va intégrer tout ça sur Google directement. Comme ça, les gens, ils vont rester sur Google. Et du coup, dans Google Maps, vous vous retrouvez avec toutes les applications, toutes les informations qui étaient dans votre application de parc. Temps d'attente, tout le truc machin, parce qu'ils peuvent récupérer ce genre de truc, ils voient les API, les appels, etc. Et ils les intègrent directement sur Google Maps. Ce qui fait que, du coup, votre application... Vu que les gens doivent passer par l'App Store ou par Google pour trouver votre application, qui va aller la télécharger ? Puisque j'ai déjà l'information dans Google Maps facilement. Alors oui, vous pourrez proposer d'autres services, etc. Sauf que, qu'est-ce qui vous prouve que les gens auront encore l'application pour ça ? Que ça passera pas encore par un Google Shopping ou un truc comme ça. Autrement dit, ce serait potentiellement un risque de perdre la possibilité de parler directement avec votre public. Une application mobile, ça a des possibilités justement de localisation, de notification. Vous pouvez envoyer des messages à votre public, vous pouvez échanger avec eux directement. Et si, effectivement, ça passe par une plateforme tierce complètement, du coup, vous vous retrouvez baisé. Parce que vous n'avez plus la main sur ça et les gens changent d'état d'esprit. Avec l'essor des intelligences artificielles comme ChatGPT, il faut bien se dire que le but du jeu de ces trucs-là, à terme, c'est de remplacer même la notion d'application elle-même. Que tu aies un super assistant vraiment autre chose que Siri, Google Now et tout le bordel, qui permettent de dire, ok, il y a combien de temps d'attente à Space Mountain ? Ok, il y a combien de trucs ? Qu'est-ce que tu me proposes de faire entre ça ? Et ça passera par ces services-là.
à un moment ou à un autre, ou ça risque de passer par ces services-là, si on continue à leur filer les données. Donc l'idée là-dedans, et ça c'est un cri du cœur, c'est personnel, ça n'engage que moi, c'est ma subjectivité, on en est parfaitement d'accord, m'est avis qu'il est important pour tous les parcs européens, toutes les entreprises européennes, utiliser ces outils, oui, ils sont bons, on est d'accord, mais gardez à l'esprit quand même que ces outils-là un jour peuvent se retourner contre vous. Pour le grand public, les applications 0 sur 10. Vous l'avez compris, on ne vous recommande pas de les laisser sur votre téléphone. Dès que vous avez quitté le parc, vous les désinstallez. Désolé, on est désolé là-dessus, mais c'est important parce que ce sont des applications qui très souvent vont tourner en arrière-plan, vont remonter de l'information et donc vont siphonner votre batterie pour rien. Les applications aux alentours de 5, donc le tiers 2 là qu'on vous a présenté, celles-ci, bon, idéalement, si vous n'en servez pas, désinstallez là aussi, mais c'est un peu moins problématique. Les applications tiers 1, bon, pas très problématique en soi. Maintenant, encore une fois, tout ça pour dire quoi ? Faites attention avec ça, faites attention aux permissions que vous donnez aux applications. On vous rappelle que dans tous les systèmes, que ce soit iOS ou Android, quand vous allez dans les paramètres d'une appli, vous pouvez choisir ce que vous lui donnez accès ou non après l'installation. Donc jetez un œil à ça et surveillez, comme l'a dit Midnight à très juste titre tout à l'heure, surveillez dans vos réglages, dans le centre de confidentialité, que ce soit sur Android ou sur iOS, vous avez un truc comme ça. Regardez ce que les applications font vraiment sur vous. Et au pire des cas, coupez la 4G, 5G quand vous n'en servez pas et le Wi-Fi aussi, et ça économisera votre batterie.